Bienvenue dans cette série numéro 5 consacrée à la leçon noyau, masse et énergie. Elle comporte 8 exercices et la méthode est toujours la même. Essayez de faire l'exercice puis comparez votre solution à la solution proposée. Vous allez trouver le lien de cette série au-dessous de cette vidéo. Commençons par l'exercice 1. Premièrement, précisez la composition du noyau de l'uranium ayant pour symbole U92235. Cela veut dire on doit donner le nombre de protons et le nombre de neutrons qui constituent ce noyau-là. On sait que le nombre de charges indique le nombre de protons et la différence entre A et Z indique le nombre de neutrons. Donc la réponse est la suivante. Premièrement, nombre de protons, Z égale à 92. Puis, nombre de neutrons, c'est A moins Z, qui est égal à 235 moins 92, égale 143. Deuxième question, calculez le défaut de masse de ce noyau en unités de masse atomique, puis en kilogrammes. Les données pour cette question, la masse de l'uranium en U, la masse du neutron et du proton en U, et la conversion unité de masse atomique en kilogrammes. On va donner d'abord l'expression du défaut de masse d'un noyau. Le défaut de masse d'un noyau, elle est symbolisé par delta M, qui est égal à Z fois la masse du proton, plus A moins Z fois la masse du neutron, moins la masse du noyau, X, A, Z. Pour notre noyau, delta M égale 92 MP plus 143 Mn, la masse du neutron, moins la masse de l'uranium 235, 92. On va remplacer MP et Mn par leur valeur en U et la masse de l'uranium en U pour avoir le delta M en unité de masse atomique. Ceci donne numériquement delta M égale 1,91 482 unités de masse atomique. Si je veux la convertir en kilogrammes, je n'ai qu'à multiplier cette valeur par 1,66054 10 puissance moins 27. Donc delta M, elle est égale 1,91 482 multiplié par 1,66054 10 puissance moins 27 kg. Ce défaut de masse est 3,17 964 10 moins 27. Troisième question. Calculez en joules puis en MeV l'énergie de liaison de ce noyau. Donc pour calculer l'énergie de liaison d'un noyau, on utilise la relation suivante. Troisièmement, l'énergie de liaison, elle est égale au défaut de masse delta M fois C au carré. Si j'exprime delta M en kilogrammes et C en mètres par seconde, l'énergie sera donnée en joules. Comme application numérique, EL égale le delta M en kilogrammes fois C au carré. D'après l'énoncé, C, c'est 2,9979 10 puissance 8 mètres par seconde. On obtient en joules 2,8577 10 moins 10. Pour obtenir cette énergie en MeV, je divise la valeur trouvée en joules par l'équivalent en MeV. Au lieu de 10 moins 19, j'écris 10 moins 13. On obtient 1783,6 MeV. Quatrième question. Calculez l'énergie de liaison par nucléon de ce noyau. L'énergie de liaison par nucléon, c'est la division de l'énergie de liaison du noyau par le nombre de masses A de ce noyau. Quatrièmement, l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium, c'est EL divisé par 235. Ça donne 1783,6 sur 235 égale 7,59 MeV par nucléon. Cinquième et dernière question. Comparez la stabilité du noyau d'uranium 235 à celle du noyau
de radium-226 dont l'énergie de liaison par nucléon est de 7,66 MeV par nucléon. Pour comparer la stabilité de deux noyaux, on ne compare pas leur énergie de liaison, mais on compare leur énergie de liaison par nucléon. On constate que l'énergie de liaison par nucléon du noyau de l'uranium-235, qui est de 7,59, elle est inférieure à celle du radium, qui est de 7,66. Donc, on conclut que le noyau de radium est plus stable que le noyau de l'uranium. Donc, cinquièmement, on a l'énergie de liaison par nucléon du noyau de radium, elle est supérieure à l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'uranium. Donc, le noyau de radium est plus stable que le noyau d'uranium. Dans cet exercice, on a réalisé les objectifs suivants. On sait donner la composition d'un noyau, on sait calculer le défaut de masse du noyau, on sait calculer l'énergie de liaison du noyau, ainsi que l'énergie de liaison par nucléon, et on sait comment comparer la stabilité de deux noyaux. C'est en utilisant l'énergie de liaison par nucléon de chaque noyau. L'exercice 2, définir les réactions nucléaires suivantes en utilisant le terme suivant et en justifiant, soit fusion, fission, provoquée, spontanée, alpha, bêta plus, bêta moins. C'est-à-dire pour ces réactions, ces 5 réactions, on doit dire est-ce qu'il s'agit d'une fusion ou bien d'une fission ou bien d'une radioactivité alpha, bêta plus ou bêta moins. Et dire si c'est provoqué ou spontané. Commençons par la réaction nucléaire 1. C'est une fusion nucléaire, car il y a association de deux noyaux légers pour donner l'hélium. Donc la première réaction, c'est une fusion nucléaire, et on sait d'après le cours que la fusion nucléaire est une réaction provoquée. Donc j'écris pour la première réponse, premièrement, réaction de fusion provoquée. Je rappelle que la réaction de fusion se fait entre les noyaux légers, tel que A est inférieur à 20. Deuxième réaction, on a un noyau d'iode qui disparaît et qui donne un noyau de xénon plus un électron. Cette deuxième réaction, c'est une radioactivité bêta-. Et la radioactivité bêta- est une réaction spontanée. Donc, je réponds pour la deuxième question. C'est une désintégration bêta- spontanée. Je rappelle que la désintégration naturelle résulte de la disparition d'un noyau instable en un noyau plus stable plus une particule. Effectivement, ici, j'ai un seul noyau qui disparaît pour devenir un autre noyau. La troisième réaction est aussi une désintégration spontanée de type bêta+, puisqu'il y a émission d'un positon, dit aussi anti-électron. Donc la troisième réaction, c'est une, pour ne pas écrire désintégration, mais cette fois-ci, c'est une désintégration bêta+, et elle est spontanée. Quatrième réaction, on a fusion de deux noyaux d'hélium. Ce sont des noyaux légers, donc il s'agit bien d'une réaction de fusion, mais elle est provoquée. Quatrième réaction, c'est une réaction de fusion provoquée. La dernière réaction, numéro 5, on a ici le bombardement d'un noyau d'uranium par un neutron. Et d'après ce qu'on sait du cours, chaque fois qu'on bombarde un noyau d'uranium par un neutron, il s'agit d'une réaction de fission. Elle aussi est une réaction provoquée. Donc la cinquième réaction, c'est une réaction de fission. Et la réaction de fission, elle est provoquée. En résumé, on a deux réactions provoquées, la fission et la fusion, tandis que les désintégrations alpha, bêta- et bêta+ sont des réactions qui sont spontanées. Donc cet exercice nous a permis de distinguer entre les réactions de fusion, fission et des désintégrations, et aussi de différencier entre les réactions provoquées et les réactions spontanées.
Exercice 3. Soit la réaction nucléaire suivante, uranium plus un neutron, donne X, un noyau X, plus le noyau de xénon Xe, plus 3 neutrons. Première question, quelles sont les lois qui permettent de déterminer A et Z, calculer ces valeurs, déterminer X, A, Z? Les lois qui permettent de déterminer A et Z, ce sont les lois de conservation de sodium. On va les utiliser pour calculer la valeur de A et de Z. Et une fois qu'on a calculé la valeur de Z, on voit les données de l'exercice et on détermine de quel noyau s'agit-il. Donc, commençons par écrire les lois, déterminer A et Z et enfin identifier le noyau. Premièrement, les lois utilisées sont les lois de conservation de sodium. La conservation du nombre de masse, 235 plus 1 égale A plus 139 plus 3, ce qui donne A égale 94. La conservation du nombre de charges, il donne 92 plus 0 égale Z plus 54 plus 3 fois 0, ce qui donne Z égale à 38. Puisque Z égale à 38, et d'après les données, le noyau qui a pour Z 38, c'est le strontium Sr. Donc le noyau XAZ, c'est le noyau SR 38 94. Deuxième question, définir et calculer le défaut de masse ΔM de la réaction. La définition de ΔM de la réaction, c'est-à-dire du défaut de masse de la réaction, c'est la somme des masses après la réaction moins la somme des masses avant la réaction. ΔM égale la somme des masses après la réaction moins la somme des masses avant la réaction. Dans notre cas, le ΔM s'écrira de la façon suivante. La masse de SR, c'est-à-dire la masse de ce noyau X qu'on a trouvé à la question précédente, plus la masse de Xe, plus 3 fois la masse du neutron, moins la somme des masses avant, c'est la masse de l'uranium de 135, bien entendu, plus la masse du neutron. En faisant le calcul, ΔM sera donné au départ en U, puis en kilogrammes. Ici dans la question, il n'est pas précisé avec quelle unité on doit la donner, donc on est libre de la donner soit en unité de masse atomique, soit en kilogrammes. Moi, je vais répondre, je vais la donner en U, et aussi pour les élèves qui vont choisir de donner en kilogrammes, la valeur obtenue en kilogrammes. On trouve moins 2,304, 10 puissance moins 1 U. Si je veux la trouver en kilogrammes, je multiplie cette valeur par 1,66, 10 moins 27. Ça donne moins 3,82, 10 puissance moins 28 kg. Donc cette question, vous pouvez la donner soit en unité de masse atomique, soit en kilogrammes. Troisième question, on déduire l'énergie libérée par un noyau d'uranium, puis par 1 kg d'uranium 235. Donc l'énergie libérée par un noyau d'uranium, c'est ce qu'on appelle E lib. Elle est égale à la valeur absolue de ΔM fois C au carré. On va répondre d'abord à la première partie, puis on va s'intéresser après à la deuxième partie de la question. Troisièmement, E libéré, elle est égale à la valeur absolue de ΔM fois C carré. Alors on peut se demander est-ce qu'on doit la calculer en joule ou bien en MeV. En voyant les données ici dans l'énoncé, on n'a pas l'équivalence entre électron-volt et joule. Donc je n'ai qu'à calculer cette énergie libérée par joule. Donc, je dois prendre ΔM en kilogrammes, c'est en mètres par seconde. Donc, ceci égale 3,82 10 moins 28. Je prends la valeur positive puisque c'est la valeur absolue. Multiplié par C au carré, on trouve 3,44 10 moins 11 joules. Pour la deuxième partie de la question, on doit calculer l'énergie libérée pour 1 kg d'uranium 235. Donc, la première chose à faire,
c'est de chercher il y a combien d'uranium dans 1 kg. N'oublions pas qu'on a dans les données la masse molaire de l'uranium, 235, et on a la constante d'Avogadro. Donc, première chose, le nombre de noyaux d'uranium contenus dans 1 kg est le suivant. On sait que le N sur la constante d'Avogadro, il est égal à la masse sur la masse molaire. Donc, le nombre de noyaux d'uranium N, il est égal à la constante d'Avogadro fois la masse de l'échantillon sur sa masse molaire. Comme application numérique, 6,02 10 puissance 23 multiplié par la masse de l'échantillon de l'uranium 1 kg, je la convertis en grammes, c'est 1000. Je divise par la masse molaire de l'uranium, d'après l'énoncé, c'est 234 grammes par mol. Donc je trouve que le N de l'uranium, il est égal. C'est-à-dire le nombre de noyaux d'uranium est égal à 2,57 10 puissance 24. On sait que chaque noyau qui subit la fission libère cette énergie. Donc, si on a 2,57 10 puissance 24 noyaux, ils vont libérer ce nombre n fois cette énergie libérée. Donc, je dirais que E total est égal au nombre de noyaux qui existent dans 1 kg d'uranium multiplié par l'énergie libérée par la fission d'un seul noyau. On obtient 8,85 10 puissance 13 joules. Quatrième question. La combustion d'une tonne de charbon libère 2,5 10 puissance 10 joules. Quelle masse de charbon libère, en théorie, autant d'énergie qu'un kilogramme d'uranium? La quatrième question. Je vais expliciter les données de l'exercice. J'ai une tonne de charbon, il libère 2,5 10 puissance 10 joules. Je dois chercher quelle masse de charbon va libérer la même énergie libérée par 1 kg d'uranium, c'est-à-dire 8,85 10 puissance 13. On trouve 3,54 10 puissance 3 tonnes. Donc, pour libérer la même énergie qu'un kilogramme d'uranium, on doit avoir 3540 tonnes de charbon. Ceci nous donne une idée que la fission libère beaucoup plus d'énergie que la combustion du charbon. Ce sont les sources d'énergie fossiles ou bien classiques. Cinquième question. Les centrales nucléaires utilisant de l'uranium 235 fournissent au maximum une puissance électrique P égale 1455 MW. La combustion d'un kilogramme de pétrole libère une énergie E égale 45 10 puissance 6 joules sous forme de chaleur. Le rendement de la transformation d'énergie thermique en énergie électrique est de 34,2%. La question: en déduire la masse de pétrole qui serait nécessaire pour produire pendant un an la même énergie électrique que les centrales nucléaires. Donc, on a une centrale nucléaire qui a une puissance de 1455 MW. Donc, cette centrale nucléaire va produire pendant une année l'énergie suivante. Cinquièmement, on a une relation entre la puissance, l'énergie électrique et la durée T. P égale énergie électrique, E électrique, sur le temps T. Je peux en déduire que l'énergie que peut produire cette centrale pendant une année est la suivante. Énergie électrique égale P fois T. La puissance doit être en watts et le temps en secondes, c'est-à-dire 1455 10 puissance 6 watts multiplié par un an. Une année, c'est 365,25 jours que je multiplie par 24 heures, que je multiplie par 3600 pour la rendre en secondes. Donc on trouve que la centrale nucléaire produit l'énergie suivante. E électrique égale 4,592 10 puissance 16 joules. Donc ça, c'était la première étape de la solution. C'est de calculer d'abord la centrale nucléaire
combien il produit d'énergie en une année. Maintenant, on doit chercher quelle est la masse du pétrole en kilogrammes qui va libérer ou bien qui va produire la même énergie électrique pendant un an. Pour cela, on a 1 kg de pétrole, il libère sous forme de chaleur une énergie E. Mais toute cette énergie E n'est pas convertie en énergie électrique. Il n'y a que 34,2% qui est converti en énergie électrique. Donc, deuxième étape de la solution, c'est chercher quelle quantité d'énergie électrique on peut produire avec la combustion d'1 kg de pétrole. Pour cela, on va écrire que l'énergie électrique produite par 1 kg de pétrole, que j'appelle E', c'est l'énergie thermique, c'est E, fois 34,2%. Donc, en ne prenant que 34,2% de cette énergie, on trouve l'énergie électrique produite par la combustion d'1 kg, ce qui donne 1,5 10 puissance 7 joules. Donc, je sais maintenant que 1 kg de pétrole produit 1,5 10 puissance 7 joules. Je dois chercher quelle masse de pétrole va produire cette énergie-là. Donc, on utilise le produit croisé, c'est-à-dire la règle de 3, tout simplement. Je dirais que 1 kg de pétrole va produire l'énergie 1,5 10 puissance 7. Quelle masse de pétrole va produire l'énergie de la centrale nucléaire en une année, c'est-à-dire E électrique, 4,592 10 puissance 16. On en déduit que la masse nécessaire de pétrole est la suivante, 3,0 10 puissance 9 kg, c'est-à-dire 3 milliards de kilogrammes. D'après donc les deux dernières questions de cet exercice, on a comparé l'énergie libérée par la fission à l'énergie libérée par la combustion du charbon ou bien du pétrole. Et on a conclu que l'énergie libérée par la fission est beaucoup plus importante que celle libérée par la combustion du charbon ou bien du pétrole. Donc, lors de cet exercice, on a parlé de la réaction de fission, on a calculé l'énergie libérée par la réaction de fission et aussi calculé l'énergie libérée par une masse M de l'uranium-235. Et enfin, on a comparé les énergies de fission et les énergies de combustion de charbon ou bien de pétrole. On considère la réaction nucléaire suivante d'équation C613 plus He2,4 qui donne O8,16 plus un neutron. Première question, donnez dans un tableau la composition des noyaux présents dans la réaction nucléaire. On a 3 noyaux présents, le carbone 13, l'hélium 4 et l'oxygène 16. On doit donner leur composition dans un tableau. Dans ce tableau, je vais donner la composition du noyau de carbone, d'hélium et d'oxygène. On a 6 protons et on a 7 neutrons. Le nombre de protons il est donné par Z. Le nombre de neutrons est donné par la différence A moins Z. 2 protons pour l'hélium et 2 neutrons. Pour l'oxygène, c'est 8 protons et 8 neutrons. Deuxième question, de quel type de réaction s'agit-il? On voit ici qu'on a l'union de deux noyaux légers. Le A il est inférieur à 20. L'union de deux noyaux légers, c'est la fusion nucléaire. Donc il s'agit d'une réaction de fusion nucléaire. Deuxième question, il s'agit d'une fusion nucléaire. Je rappelle que la fusion nucléaire se fait pour les noyaux légers, pour lesquels le nombre de masse est inférieur à 20, et la fission se fait pour les noyaux lourds, dont A est supérieur à 200. Troisième question, déterminer l'énergie libérée par la réaction. On voit dans les données qu'on n'a pas les masses des noyaux et du neutron, mais par contre, on a l'énergie de liaison par nucléon de chaque noyau. Pour cela, je vais appliquer la relation du cours
qui donne l'énergie libérée en fonction des énergies de liaison. C'est E libéré égale la somme des énergies de liaison après la réaction moins la somme des énergies de liaison des noyaux avant la fusion. Pour notre réaction, E libéré égale énergie de liaison de l'oxygène 16 moins la somme de l'énergie de liaison du carbone 13 et l'énergie de liaison de l'hélium 4. Je rappelle que le neutron n'a pas d'énergie de liaison parce qu'il est constitué d'une seule particule lui-même. Or, dans les données, on a l'énergie de liaison par nucléon. Donc, l'énergie libérée égale, pour calculer EL de l'oxygène 16, je prends EA de l'oxygène et je la multiplie par 16, par A. Donc, ça sera EA de l'oxygène 16 multiplié par le A de l'oxygène, dans ce cas, c'est 16, moins l'énergie de liaison du carbone 13 fois le A du carbone 13, c'est 13 nucléons, plus l'énergie de liaison par nucléon de l'hélium 4 fois le A de l'hélium, c'est 4. Donc, on obtient finalement, comme calcul de l'énergie libérée, la valeur, on obtient 8,010-1 MeV. Donc, c'est l'énergie libérée par cette réaction. Dans cet exercice, on a calculé l'énergie libérée par une réaction de fusion en utilisant les énergies de liaison et pas le défaut de masse. Exercice 5. Dans le noyau du Soleil et des étoiles, la température et la pression sont assez élevées pour permettre l'existence de réactions de fusion. Le combustible fondamental est constitué de protons ou noyaux d'hydrogène. Le bilan des réactions nucléaires dans le Soleil peut s'écrire 4H11 donne He de X plus 2E10, où 4 noyaux d'hydrogène ont fusionné après un cycle complexe qui n'est pas étudié ici. Le produit principal est l'hélium. Il est accompagné de 2 particules notées E10. Première question. Quel est le type de désintégration donnant les particules notées E10? À savoir ici que la particule E10 s'appelle positon. Et la désintégration qui donne ce genre de particules, c'est la désintégration bêta+. Donc, on répond à cette question. Premièrement, le type de désintégration est bêta+. Deuxième question, en précisant les lois appliquées, déterminer la grandeur notée X, c'est-à-dire le nombre de masses de l'hélium. La loi qu'on va utiliser, c'est la conservation du nombre de masses. Donc, deuxièmement, on utilise la loi de conservation de masse. Donc, la conservation du nombre de masses postule que 4 fois 1 égale à x plus 2 fois 0. Ce qui donne que x égale à 4. Troisième question, déterminer en MeV l'énergie libérée par cette réaction. Ici, dans les données, on a la conversion de l'unité masse atomique en MeV par C carré. Donc, je peux donner d'abord le défaut de masse de cette réaction et je le multiplie par 931,5 MeV par C carré pour obtenir l'énergie libérée par cette réaction. Troisièmement, E libéré égale la valeur absolue de delta M fois C au carré. Dans notre cas, c'est égal la masse du positon multiplié par 2 fois la masse du positon, plus la masse de l'hélium,
moins 4 fois la masse de l'hydrogène. Et je prends ici la valeur absolue. Le tout fois C au carré. En remplaçant chaque masse par la valeur donnée en U, on obtient le défaut de masse de cette réaction égale 2,650 10-2. Il est en unité de masse atomique fois C au carré. Le terme à l'intérieur, il est négatif. En valeur absolue, il devient positif. Maintenant, je remplace le U par 931,5 MeV par C carré. Ceci donne 2,650 10-2 multiplié par 931,5 MeV sur C carré, le tout fois C carré. On voit que le C carré se simplifie. Il me reste à faire cette multiplication pour obtenir l'énergie en MeV. On obtient 24,69 MeV. Quatrième question. On déduire l'énergie disponible en kilojoules par mol d'hélium formé, puis en kilowattheure. Alors, à savoir que l'énergie déterminée dans la troisième question, c'est l'énergie libérée par la formation d'un seul noyau d'hélium. Maintenant, je vais chercher une mole d'hélium contient combien de noyaux d'hélium? Donc, quatrième question. Une mole d'hélium contient, par définition, le nombre d'Avogadro. 6,02 10 puissance 23. Donc ça, c'est le nombre de noyaux d'hélium dans une mole. Donc, puisque la formation de chaque noyau d'hélium est le résultat d'une fusion, et d'après la troisième question, chaque fusion libère 24,69 MeV. Donc, l'énergie libérée, E total, par la formation de une mole d'hélium, c'est le N de l'hélium, le nombre de noyaux d'hélium 4, multiplié par l'énergie libérée. On trouve en MeV 1,49 10 puissance 25 MeV. Maintenant, on doit convertir cette énergie en kilojoules. On va utiliser l'équivalent entre l'électronvolt et le joule. Donc, je sais que 1 électronvolt, c'est 1,6 10-19 joules. Donc, je peux dire que 1 MeV, c'est 1,6 10-13 joules. Donc, 1 MeV, 1,6 10-13 joules. Donc, cette énergie totale en joules, je multiplie ce résultat par 1,6 10-13. Donc, j'obtiens l'énergie totale en joules, elle est égale 2,4 10 puissance 12 joules, c'est-à-dire 2,4 10 puissance 9 kilojoules. Donc, pour convertir le kilojoule en kilowattheure, on utilise la relation entre le kilowattheure et le kilojoule, telle que 1 kilowattheure est égal à 3600 kilojoules. Donc, cette énergie totale en kilowattheure, je vais la diviser par 3600. D'où E total égale 6,6 10 puissance 5 kWh. Cinquième question. La puissance totale rayonnée dans l'espace par le Soleil est actuellement voisine de P égale 3,7 10 puissance 26 watts. Première question. 5.1. En déduire la masse que le Soleil perd chaque seconde. Donc la première question, 5.1, P égale E sur T. J'en déduis que l'énergie libérée par le Soleil chaque seconde est P fois T. Je remplace la puissance par sa valeur, 3,7 10 puissance 26, fois le temps, 1 seconde.
ça me donne 3,7 10 puissance 26 joules. Donc, c'est l'énergie libérée par le Soleil pendant une seconde. Cette énergie provient de la transformation de masse en énergie. C'est-à-dire que cette énergie E, elle est égale à delta M fois C au carré. D'où la variation de masse du Soleil pendant chaque seconde est E sur C carré. C'est-à-dire 3,7 10 puissance 26 sur C au carré 3,0 10 puissance 8 le tout au carré. On obtient la valeur suivante. Delta M égale 4,1 10 puissance 9 kg. Le Soleil perd chaque seconde 4,1 milliards de kilogrammes. La question 2. Calculer la puissance par mètre carré reçue au niveau de la Terre. C'est-à-dire le Soleil émet 3,7 10 puissance 26 watts chaque seconde. On doit calculer, ou bien on nous demande de calculer, quelle est la puissance reçue par mètre carré sur la Terre. Pour cela, on va faire le raisonnement suivant. Alors, si je prends ce point, c'est le Soleil. Lorsqu'il rayonne, il rayonne dans toutes les directions de l'espace, c'est-à-dire selon une sphère. Au fur et à mesure que le temps passe, cette énergie se propage dans toutes les directions de l'espace, jusqu'à arriver au niveau de la Terre, ici. Si je suppose que c'est la Terre, la position de Terre. À ce moment-là, l'énergie qui a été rayonnée par le Soleil, elle est distribuée sur une sphère. Et cette sphère possède comme rayon la distance Terre-Soleil. Terre-Soleil. C'est le rayon de cette sphère. Donc, l'énergie libérée par le Soleil, au niveau de la Terre, il est divisé sur la surface d'une sphère qui possède un rayon ST ou bien TS, c'est-à-dire un rayon de 150 millions de kilomètres. Donc, pour calculer la puissance reçue par mètre carré sur la Terre, je prends la puissance libérée par le Soleil et je la divise par la surface de cette sphère. C'est-à-dire, je vais prendre la puissance divisée par la surface de la sphère. C'est-à-dire la puissance sur la surface de la sphère, c'est 4pi fois r au carré. On obtient, alors ici 150 10 puissance 9, c'est 150 millions, c'est 150 10 puissance 6, et le kilomètre en mètres, c'est 10 puissance 3, donc ça donne 150 10 puissance 9 mètres. Le calcul me donne que cette puissance par mètre carré, P sur S, il est égal à 1,3 10 puissance 3 watts par mètre au carré. Ça veut dire que chaque mètre sur Terre reçoit par seconde 1300 watts. Donc, dans cet exercice, on a étudié les réactions de fusion dans le Soleil et la puissance reçue par mètre carré sur Terre.